Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Média TV. Nous sommes le 10 décembre, une date à jamais gravée dans les annales de l'histoire du Maroc. Il y a de cela un an, jour pour jour, les États-Unis d'Amérique reconnaissaient la marocanité du Sahara. Un moment fort dans l'histoire du royaume qui a redessiné, bien sûr, les cartes géopolitiques de la région, mais aussi qui a fait évoluer les enjeux économiques du royaume. Un an après cette reconnaissance par les États-Unis, qu'est-ce qui a véritablement changé? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec Hassan Alaoui. Il est directeur de publication du Maroc diplomatique et il est en ligne avec nous depuis Rabat. Bonjour Monsieur Hassan Alaoui et bienvenue à vous sur Média TV. Bonjour madame et merci beaucoup de cette invitation. Donc je dirais, si vous permettez pour commencer, que effectivement le Maroc célèbre aujourd'hui l'accord, je vais dire, ou plutôt la reconnaissance par le président des États-Unis de l'époque, Donald Trump, de la marocanité du Sahara, qui n'a pas été sans effet, un effet considérable par la suite, sur le plan régional, voire même international. Justement. Donc, je dirais que le premier effet, vous savez, c'est que cette reconnaissance a bousculé, en quelque sorte, une série d'événements spectaculaires et en même temps pertinents. Pourquoi? Parce que, permettez-moi de le dire tout de suite, il a fait sortir ce qu'on appelle le loup du bois. C'est-à-dire, on a compris tout de suite après, j'allais dire, la place et le rôle néfaste du gouvernement algérien par rapport à cette question. Maintenant, nous savons à quoi nous en tenir, tout simplement, dans cette affaire. Ensuite, cette affaire, cette reconnaissance, évidemment, a déclenché, si vous voulez, un mouvement, je dirais peut-être contradictoire, mais embryonnaire, si vous voulez, de reconnaissance importante par rapport à la marocanité de ce territoire. En l'occurrence, si vous voulez, cet événement a été suivi par une reconnaissance de certains pays africains, surtout, n'est-ce pas, et arabes, naturellement. On compte aujourd'hui une vingtaine de pays, ou plus que ça. C'est une question sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure au cours de cet entretien, mais j'ai envie de vous demander concrètement qu'est-ce qui a changé depuis la reconnaissance du Sahara marocain par les États-Unis, à part bien sûr les relations entre Rabat et Washington. Oui, à part cette relation particulière, n'est-ce pas, privilégiée aujourd'hui, ce qui a changé, c'est un basculement, comme vous disiez vous-même tout à l'heure, géopolitique très significatif. C'est tout simplement d'abord un rapprochement considérable entre le Maroc et l'État d'Israël. Nous sommes aujourd'hui, si vous voulez, arrivés à la signature d'une vingtaine d'accords entre les deux pays et ça ne fait que commencer. Donc, la donne a changé aussi après les deux visites que deux hauts responsables israéliens ont effectuées au Maroc, à savoir celle du ministre des Affaires étrangères israélien, Lapid, et l'autre en août dernier, et l'autre, il y a 2 semaines, du ministre de la Défense israélien, donc Benny Gantz. Et ces deux visites ont un petit peu bouleversé le chiquier, il faut bien le dire, parce que elles ont suscité des interrogations, c'est bien légitime, d'accord, et puis même voir certaines inquiétudes. Et ce qui a changé, c'est aussi le positionnement du Maroc par rapport, si vous voulez, à certains pays, notamment les pays d'Europe comme l'Allemagne, l'Espagne, voire même la France. Et dans le dernier discours, si vous voulez, de Sa Majesté du roi Mohamed VI, le 6 novembre dernier, à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de la Marche verte, il y a eu, si vous voulez, des premières indications sur un petit peu le repositionnement du Royaume du Maroc, qui est aussi une conséquence, si vous voulez, de cet accord ou de cette reconnaissance par l'Amérique de la marocanité du Sahara. En l'occurrence, si vous voulez, le Maroc est beaucoup plus serein, beaucoup plus sûr de lui, et il exige désormais un soutien, je veux dire, ouvert, franc, de la part de certains pays,
partenaires en Europe, que sont notamment la France, l'Espagne, je le répète, l'Allemagne bien sûr, et d'autres pays. Et donc le Maroc, après cette reconnaissance, se sent un peu plus fort, se sent, je veux dire, très, très à l'aise pour recadrer, envisager une révision, si vous voulez, de ces alliances. La preuve en est qu'il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Bourita, s'est rendu à Budapest et a rencontré les responsables hongrois et les responsables aussi d'autres pays de la région, donc pour renouveler un petit peu une coopération qui existait par ailleurs auparavant, mais qui était en veilleuse jusqu'à il y a donc quelques jours. Et ça, c'est une conséquence, si vous voulez, du processus de non seulement de normalisation avec Israël, mais aussi, surtout, de la reconnaissance par les États-Unis, qui a cette reconnaissance renouvelée par Biden de la marocanité du Sahara. D'accord. Hassan Alaoui, vous l'avez dit tout de suite, le Maroc se sent, après cette reconnaissance américaine, plus à l'aise. Et on l'a aussi vu, plusieurs représentations diplomatiques ont ensuite ouvert à l'Ayoun et à Dakhla, notamment les pays africains, des représentations diplomatiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces nouvelles arrivées à Dakhla et à l'Ayoun notamment? Eh bien, cette reconnaissance quand même de plus de 20 pays d'Afrique et pour nous, pour le Maroc, je veux dire, un appui et un atout très, très, très puissant et singulier. En ce sens, quand même, ces gouvernements africains ont pris leur courage à deux mains pour s'inscrire dans une dynamique irréversible qui est tout simplement le fait que le Maroc est un pays africain à 100 ou à 1000%, fondateur de l'ex-OUA, fondateur aussi de tout projet d'une politique d'ouverture économique par rapport aux pays africains. Il est quasiment le premier investisseur en Afrique. Et donc, cette reconnaissance de pays africains est pour le Maroc, je veux dire, un élément clé, si vous voulez, qui, nous l'espérons, poussera d'autres pays encore à procéder de la même manière et à s'inscrire dans la dynamique des reconnaissances et d'ouverture de consulats. Et l'ouverture des consulats, je peux me permettre, nous l'avons constaté dernièrement, c'est vraiment une avancée extraordinaire pour la diplomatie marocaine. C'est un gain très, très, très puissant. C'est un score, c'est une révision déchirante des positions anciennes, parce qu'on se souvient comment l'OUA, à laquelle appartenait le Maroc jusqu'en 1984, était 1984 était jusqu'à ces derniers moments hostile pratiquement au Maroc. Et il a fallu évidemment un long travail en partenariat avec certains États africains, en l'occurrence, pour retourner, je veux dire, à reprendre sa place au sein de l'institution panafricaine. Et donc, nous espérons que d'autres exemples suivront, notamment au niveau de l'Union européenne. D'accord. Alors, revenons ce matin sur l'enjeu spécifique que représente pour les États-Unis le Maroc en tant que porte sur le continent africain. Oui. Eh bien, écoutez, on a toujours le Maroc, par sa position géographique et géopolitique, mais aussi par sa place dans le monde arabe et son rôle actif pour favoriser la paix au niveau, je le souligne, de la Palestine et l'État d'Israël. Eh bien, le Maroc, aujourd'hui, a une position charnière et les États-Unis, effectivement, estiment que c'est le point stratégique intermédiaire entre l'Amérique et l'Afrique maintenant. Et évidemment, l'administration américaine estime nécessaire de soutenir cette politique d'ouverture, de pivot, comme on dit, du Maroc au sein du continent africain. Et bien sûr, il y a des projets triangulaires, ils seront certainement annoncés très bientôt, mais le rôle du Maroc en tant qu'allié des États-Unis, parce que c'est le premier pays qui a reconnu en 1788 les États-Unis d'Amérique, la jeune république américaine de
qui était donc proclamé par George Washington. Et le Maroc a joué un rôle à l'époque déjà dans la pacification, si vous voulez, de l'ouverture au niveau de la Méditerranée par rapport au continent africain pour les bateaux américains, n'est-ce pas? Et donc, cette vocation triangulaire, elle est aujourd'hui mise en évidence, n'est-ce pas, au niveau des États-Unis et du Maroc. Et donc, là, elle ne fera que renforcer un petit peu, si vous voulez, l'ouverture aussi américaine par rapport au continent africain. Parce que tout simplement, il y a une concurrence, si vous voulez, continentale au niveau de l'Afrique par rapport, si vous voulez, à la Chine qui est très implantée, n'est-ce pas, à la Russie même qui essaie aussi de s'implanter en Afrique, et à l'Europe évidemment qui est un peu retardataire dans ce processus. Et le Maroc peut jouer le rôle, si vous voulez, de pont, à la fois de pont et de porte d'ouverture pour le continent africain. D'accord. Hassan Alaoui, alors c'est le cas de le dire, cette reconnaissance américaine a également fait des émules, bien sûr, au sein des pays africains, mais cette fois-ci, on va évoquer les émules que cette reconnaissance a faites au sein des pays du monde arabe. Eh bien, écoutez, la reconnaissance au sein du pays du monde arabe, tous les pays arabes, sans exception, soutiennent cette initiative, parce que, mis à part, hormis quelques-uns, donc que je ne vais pas citer, sont 2 ou 3, très très limites, comme on dit, eh bien, tous les pays arabes approuvent et tous les pays arabes désirent aussi, si vous voulez, manifester leur solidarité, leur soutien à une solution politique, à une solution, si vous voulez, de négociation pour un règlement de paix. Je vais souligner tout simplement le fait que il y a déjà 2 ou 3 pays arabes qui ont noué des relations avec Israël, en l'occurrence les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan, n'est-ce pas? Et le chemin est ouvert pour d'autres ouvertures, n'est-ce pas? Et on ne peut pas je veux dire, rendre hommage au Maroc qui, sur le plan arabe et surtout, notamment sur le plan palestinien, a joué un rôle considérable pendant ces 3 décennies passées. Et cela dit, maintenant, la prise de conscience, si vous voulez, du dossier du Sahara se fait de plus en plus forte par rapport aux pays arabes, parce que tout simplement, mis à part 2 ou 3 pays, je le souligne, toute la communauté arabe des pays de la Ligue arabe soutiennent la solution politique avec, je veux dire, au Sahara. Très bien. Aujourd'hui, le Maroc se repositionne clairement en puissance régionale et internationale sur l'échiquier géopolitique et les relations avec l'Europe notamment en sont particulièrement impactées. De quelle manière selon vous? Elles sont impactées parce que maintenant, ces décisions du gouvernement américain a poussé certains États, je veux dire, en Europe, mis à part 2 ou 3 là aussi, on peut les citer, l'Allemagne un peu pratiquement hostile, l'Espagne très très réticente, alors que l'Espagne a des relations privilégiées, si vous voulez, avec Israël, de la même manière que la France ou l'Allemagne. Donc on ne comprend pas, le Maroc ne comprend pas ces réticences, n'est-ce pas? Mais le roi l'a dit dans son dernier discours, de toute façon, on ne peut pas négocier la marocanité du Sahara et on ne peut pas, je veux dire, contester les décisions souveraines, parce qu'il s'agit là de souveraineté souveraine du Maroc par rapport, si vous voulez, à sa politique étrangère vis-à-vis à la fois, si vous voulez, du Proche-Orient, en l'occurrence d'Israël, puisqu'il s'agit de ça, et vis-à-vis aussi de sa question nationale, sacrée, qui est évidemment l'intégrité territoriale du Maroc. Alors, je souligne au passage que tous ces pays qui critiquent le Maroc, mais tous ces pays ont des relations privilégiées avec Israël. Donc, il n'y a aucune raison pour que une chose qu'il soutient d'un côté, il la conteste de l'autre. Ce n'est pas logique, ce n'est pas cohérent, et ça manque vraiment de perspicacité et tout simplement de justice. Donc, nous allons vers, j'allais dire, une confrontation d'idées, parce que le Maroc prépare évidemment sa politique étrangère. Il va réorienter certainement ses alliances,
quitte évidemment à mettre de côté, si vous voulez, je pourrais dire les caprices des pays européens qui ne comprennent pas un petit peu que pour qu'il y ait normalisation, pour rendre justice au Maroc, notamment au niveau, si vous voulez, de la lutte antiterroriste, n'est-ce pas, au niveau, si vous voulez, du contrôle de l'immigration, tous ces sujets graves que l'Europe affronte et auxquels elle est confrontée, et que le Maroc soutient et supporte, vous voulez, comme un vigile, comme un gendarme au niveau de la Méditerranée. Donc il faudrait quand même qu'un jour ou l'autre, ces pays européens comprennent ces enjeux, n'est-ce pas, admettent la réalité géopolitique nouvelle. Et de toute manière, le discours royal du 6 novembre dernier est clair et limpide, à telle enseigne que maintenant, on n'a pas le choix. Ou bien ces pays réajustent leur position par rapport au Maroc, ou bien, de toute manière, il y en ira autrement par rapport, si vous voulez, aux relations avec l'Europe. D'accord. Hassan Alaoui, est-ce que rapidement, en quelques minutes, on pourrait revenir sur l'intervention des forces armées royales à Guerguerat, une intervention qui s'est déroulée, bien sûr, quelques semaines avant la reconnaissance américaine? Oui, c'est le timing est intéressant, bien sûr, pour tout observateur comme vous et moi, permettez-moi de le dire, mais si vous voulez, Guerguerat, c'est une injustice qui a été réparée. C'est un blocage stupide. C'est un manque de discernement de nos voisins par rapport à cette question stratégique. Parce que ces voisins, n'est-ce pas, et vous le deviniez, avaient l'ambition et le projet de couper le Maroc du continent africain. Donc, de mettre, si vous voulez, en sourdine sa vocation continentale, de l'empêcher, si vous voulez, de tremper encore sa vision dans les racines africaines qu'il a toujours eues. D'accord. La nuit des temps. Et donc, Guerguerat est venu pour illustrer cette machiavélique ambition de couper court entre le Maroc et le continent africain. Et le Maroc était obligé non seulement de libérer cette zone, mais de permettre aussi, si vous voulez, que le flux des échanges entre le Maroc et l'Afrique, échanges économiques, échanges politiques avec la Mauritanie sœur, échanges culturels, échanges spirituels, n'est-ce pas, avec l'Afrique, parce que jamais la vocation africaine du Maroc n'a été contestée, n'a été remise en cause. Et il a fallu qu'évidemment un État voisin ambitieux qui a eu déjà son Sahara, je voulais qui a pris les territoires marocains dans l'Est, si vous voulez, dans le Sahara oriental, veut maintenant accaparer le Sahara occidental, comme on dit. Donc, il n'est pas question que le Maroc abandonne sa mission de protecteur de pays frères comme la Mauritanie, sa mission, si vous voulez, d'État relais par rapport à l'Afrique. Et donc, Guerguerat, tout simplement, d'accord, rapidement, M. Alaoui. Et le Maroc ne permettra jamais que les voisins créent un goulot d'étranglement dans cette localité. D'accord, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, mais déjà je vous dis merci d'avoir répondu à nos questions et je rappelle que vous êtes le directeur de publication du Maroc diplomatique. Merci également à vous, chers téléspectateurs, et restez encore sur Médian TV, l'info se poursuit.